Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clem. Tu la connais peut-être sous le nom de Clem et Mumu. Clem est créatrice, entrepreneur, cofondatrice des Créateurs Nomades et surtout autrice et productrice du projet Les Petits Aventuriers. Dans cet épisode, on ouvre les coulisses sans vernis, les déclics, les pivots, les creux et surtout ce qui lui permet d'avancer avec un cadre sans s'éparpiller. Si tu es multipotentiel, si tu as 1000 idées, ou si tu cherches à construire un projet qui te ressemble sans t'épuiser, tu vas certainement te reconnaître. Je ne t'en dis pas plus et je laisse place à mon échange avec Clem. Bonjour Clémence, bienvenue dans Les Audacieuses. Merci Sandy, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai dit Clémence, on avait dit que je dirais Clem. Je suis vilaine, mauvaise élève, tu vois. Les diminutifs et moi, ça fait deux. Promis, je ne dirai plus que Clem. Eh ben, je suis ravie de t'accueillir. On va revenir au tout début, avant la bascule. Qui étais-tu? Que cherchais-tu vraiment? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec tes mots? Ouais, alors moi l'entrepreneuriat ça remonte à plus de 18 ans maintenant parce que je suis un petit dinosaure. Parce que surtout j'ai commencé assez tôt à me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma première activité en freelance avant de finir mes études, qui étaient des études en conception visuelle, où je pouvais m'épanouir dans plein de domaines visuels, dans le graphisme, la vidéo, etc. Et en fait, en troisième année, je relève le courrier chez mes parents et là, je vois qu'il y a un prospectus hyper mal détouré. Je me dis, c'est bizarre. Je me dis, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a fait avec les moyens du bord. Puis à l'époque, le détourage, c'était rare. Et de bien le faire. Et parce qu'il n'y avait pas l'IA à l'époque. Et du coup, je me dis, c'est bizarre. Puis je regarde et là, en fait, je vois qu'il y a une agence, en fait, qui a fait ce prospectus. Et je me dis, mais en fait, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, je peux déjà vendre mes services. J'ai pas besoin d'attendre. J'ai pas besoin d'aller bosser chez McDo. J'ai pas besoin d'attendre d'avoir la validation d'un diplôme pour aller chercher des clients. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à développer des projets avec des clients en direction artistique, en graphisme. J'ai fait des sites web, j'ai fait des logos, j'ai fait des plaquettes, j'ai fait une tonne de projets dans tous les sens, parce que je suis assez curieuse et j'aime bien apprendre plein de trucs. Oui. Et ça a été le premier déclic, si tu veux, sur quand je me suis lancée en tant que freelance. Après, j'ai eu un deuxième... Moi, j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie. Mais mon déclic principal, c'est quand je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pour être tout à fait polie. J'ai eu beaucoup de mal dans ma vie à trouver ma place. Je pense que mon histoire familiale est assez pour ça, mais aussi ma façon de fonctionner est très différente. Je me sens toujours un peu hors des cases et pas à ma place. J'ai le cerveau qui part dans tous les sens. J'ai un cerveau en popcorn. Je ne suis pas capable de penser à une chose selon une séquence précise. Tu vois, en ce moment, j'étais en train de faire des suivis de personnes que j'ai appelées. Je suis en train de monter une masterclass tout en gérant l'équipe. Enfin, chez moi, c'est le bordel complet dans ma tête, mais c'est le seul moyen que j'ai de fonctionner. Si tu me mets en silo fermé, j'étouffe. Par contre, Ouais. si je... Non. Donc, j'ai été dans plusieurs... j'étais à l'école, plusieurs fois à l'école. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'ai quitté des écoles, notamment l'école Boulle, qui était sur concours, assez prestigieuse et tout. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est trop carré, trop... Ça te correspond. Ça me correspond pas. Je suis partie, je suis retournée en école privée, où là, je me suis éclatée, parce qu'on partait dans tous les sens, c'était trop bien. Mhm. Mais je me sentais enfermée à Paris, j'avais envie de découvrir le monde depuis toute petite. Et du coup, autre déclic, euh, partir en... partir au Canada, en fait, juste après mes études. J'avais prévu d'être freelance. Moi, dans ma tête, c'était... Toujours, tu as su que tu voulais être freelance. T'as jamais été salarié. Tu t'es tout de suite lancé. Je me suis lancée. Ouais. Et j'ai fait des stages et ça m'a fait vraiment parce que j'étais, mais tu sais, t'as fini ta mission, puis tu dois attendre 17 heures, parce qu'en plus, on était sur la période creuse de l'agence et tout. Je crois que ça n'avait aucun sens de faire du présentéisme. Et j'ai des enjeux de santé aussi qui font que, pour moi, c'est très compliqué de faire un 9-17, par exemple. Ou 9-22, parce que dans le milieu de la créativité, ça peut être ça. Et je suis quelqu'un d'assez indépendant, autonome, et plus on me met de contraintes, moins je suis efficace. Mm. Euh, Par contre, le contraire me rend super efficace. Par contre, en arrivant au Canada, bah là, j'ai une piste, je rencontre des gens, tout ça, et puis on me dit, ouais, on voudrait t'embaucher, en fait. Et là, je me dis, bah, j'avais pas prévu ça, mais c'est quand même le job de mes rêves, donc pourquoi pas. Donc j'ai accepté d'être salariée.
Mais j'ai gardé des contrats en freelance sur le côté. Et D'accord. là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au bout de 4 ans au Canada, aller tous les jours dans la même agence et pas avoir le choix sur mes contrats, pas avoir le choix sur les clients de l'agence, même si c'était une belle agence, il y avait... Enfin, ma boss était vraiment cool et tout. J'ai eu des très beaux projets, des projets incroyables que j'aurais pas pu avoir en France. Je me sentais enfermée et je m'assois toujours sur la même chaise depuis T'aimes pas la 4 ans. routine, en fait. T'aimes Je pas la déteste. routine. Ah non, c'est... Et là, mais je suis partie pour vivre une aventure au Canada. Alors oui, j'ai pris quelques vacances pour explorer, mais c'est pas ça mon projet initial. Et donc, avec Mumu, qui est mon acolyte, je suis rentrée un soir, j'en pouvais plus. Il y avait un client vraiment qu'on m'avait mis en agence que j'avais beaucoup de mes projets qui étaient avec lui, je le supportais plus. Et j'ai dit à Mumu, non mais là c'est plus possible, vas-y on part en tour du monde. On s'était dit qu'on partirait un jour faire un tour du monde, et là on se dit, vas-y on le fait, là on part, c'est bon, j'en ai marre. Elle en avait marre aussi, du coup on est parti en tour du monde, et là je suis repassée à temps plein en freelance. Alors, ça s'est moyen bien passé. Ça a été trop coup de tête ou pourquoi tu dis que ça s'est moyen bien passé? Alors ça s'est pas trop bien passé parce qu'en fait, on est en 2014, donc ça veut dire 6 ans avant le Covid. Ouais. Ok. Le freelancing, le nomade digital, tout ça. J'avais déjà travaillé à distance avec des clients en France, qui étaient en France et tout. Là, ça veut dire, ok, va falloir développer Instagram. Je sais même pas, ça existait déjà ou même pas encore? Si, ça existait C'était déjà, le mais tout début. c'était vraiment les prémices. Ça existait en 2011, mais en Ouais. 2014, trouver des clients sur Instagram, c'était obscur. Il y avait les plateformes. J'avais pas, en fait, le truc c'est que quand tu es un créateur, souvent tu te dis j'ai des compétences techniques, j'ai des projets, j'ai peut-être un portfolio, et quand des fois t'en as déjà, t'as le syndrome de l'imposteur qui vient te ronger en disant que toi tu peux pas avoir ces projets-là, même si t'en as fait des super. Et l'autre truc c'est qu'il te manque une cartouche qui s'appelle les compétences entrepreneuriales. Et oui. Voilà. Et donc, quand tu n'as pas les compétences entrepreneuriales, tu as beau être la meilleure personne d'un point de vue technique, tu signeras pas de devis ou ça se passera mal avec tes clients, etc. Et à ce moment-là, ouais, il y avait un autre facteur, c'était la peur. Parce qu'on est parti sans filet de sécurité. Moi, je suis partie, je gagnais pas très bien ma vie là où j'étais, l'entreprise dans laquelle j'étais avant. Donc, je précise, au Canada, il n'y a pas de chômage. Enfin, Ouais, j'allais dire, t'avais pas de il y bouée de secours. a, y a pas de bouée de secours, il n'y a pas de rupture conventionnelle. Enfin, il y a du chômage, mais c'est très compliqué de l'avoir. Il y a pas de. Enfin, je savais que j'aurais pas vraiment de retraite. Enfin, voilà. Les conditions font que de toute façon, tu sais que tu es seule face à toi-même et va falloir y aller, quoi. Mais ce qui est très bien, c'est que ça te bouge aussi, quoi. Du coup, là, j'ai très peur, donc j'accepte des contrats que j'aurais pas acceptés autrement. On voyage quasiment tous les jours, on bouge quasiment tous les jours. Donc ça veut dire qu'il faut que tu trouves un spot pour dormir avec ton van ou une auberge de jeunesse. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves Internet à un moment où il n'y a pas autant de connexion Internet qu'aujourd'hui quand tu dois envoyer des très gros fichiers de production. Compliqué. À bord d'un van en Australie où tu avances d'un mètre, tu recules d'un mètre pour respirer, pouvoir... Parce que tu peux pas sortir. Hein, parce Et qu'en oui. Australie, tu sors pas la nuit, tu sais pas s'il y a un serpent, un crocodile ou quoi que ce soit qui va te bouffer, donc il faut que tu restes dans ton van pour, pour livrer. Et où Internet est très très cher. Donc il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Donc tu gères ta boîte, le lancement de ta boîte, tu es en voyage. Donc j'ai vécu des aventures incroyables, mais ça a été compliqué. Cela dit, ça a été extrêmement formateur. Donc j'ai appris avec qui je voulais pas travailler et avec qui je voulais travailler. Et puis après, je me suis dit, ok, là je suis un peu partie en mode ça marche pas comme ça. Donc je me suis énormément formée, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup testé et surtout on a mis en place un projet clé avec Mumu. C'est un projet où en agence je travaillais sur des projets, j'étais très raffinée, très conceptuelle, j'avais des projets, même si des fois j'ai fait des projets un peu... je pense à un bar où j'ai dessiné des gens qui faisaient beaucoup la fête, voire un peu trop, sur des grosses murales et tout, mais il y avait toujours un côté très raffiné et très réaliste. Mais moi, j'avais envie de raconter des personnages, avec me reconnecter à l'univers de l'enfance et tout, mais tu vas trouver des clients quand tu as fait ça et que tu vas aller vraiment sur un autre univers. Et je voulais faire de la vidéo, je voulais faire plein d'autres trucs. Donc, Mumu aussi avait envie de changer de taf, avait envie de nouveautés. Donc, on a commencé à créer des vidéos pour les enfants. Parce qu'on s'était dit, vas-y, on va faire un blog. Sauf que, alors, en 2014, on se dit,
mais tout est bouché en termes de blog. Oui. Mais c'est une blague aujourd'hui. Tu te dis, mais si on avait perdu ça. Mais je pense que Bruno Maltor, ça faisait que 2 ans qu'il faisait un blog de voyage, donc il y avait carrément de la place. Mais on se dit, bah, on n'a pas trouvé le truc. Donc on blogounait, quoi, c'était pas terrible. Et puis à un moment donné, on fait une vidéo pour mon neveu et ma nièce sur la découverte du monde pour les enfants. Et là, on se dit, ah, parler aux enfants de voyage, le faire en vidéo, il y a un truc qui est cool. Puis moi, j'ai commencé à animer un petit personnage, et puis on a commencé à faire du storytelling et tout. Et donc là, on a fait une 50aine de vidéos en 2 ans sur la découverte du monde pour les enfants. Et en fait, ces projets, au retour, ont permis de faire en sorte que les clients avec qui j'allais bosser ne me mettaient jamais en concurrence face à un autre créateur. Parce que j'avais fait un projet sans forcément vouloir le monétiser. J'avais monté en compétence, j'avais développé un réseau, on a été diffusé dans un cinéma, on a gagné des prix, j'ai pu pitcher devant Ken Kojandi, il y avait Cyprien, Adrien Méniel. On a collaboré avec des youtubeurs assez connus. Nota Bene notamment, qui nous avait donné notre chance pour illustrer un de ces épisodes. Enfin, on avait 119 abonnés à l'époque. Et on a été publié sur sa chaîne YouTube. C'était trop bien, quoi. Il est venu lancer DH avec nous à Montréal, tu vois. Et du coup, merci Benjamin. Mais ça avait été un moment assez fort parce que tu dis, tu sais, t'es pas grand chose. Puis finalement, tu peux collaborer avec d'autres personnes, contribuer à un projet. Donc c'était vraiment chouette. Et à ce moment-là, je galère un peu sur mon activité en freelance. Je me rends compte que c'est pas encore trop le truc que je veux comme je veux. Je commence à avoir des pistes, attirer des personnes qui m'intéressent, mais je suis pas sereine financièrement. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une histoire personnelle qui a fait qu'on s'est retrouvé avec $18 000 de dette sur une carte de crédit. Aïe. Donc, comment on gère Je me suis dit, là, on peut pas tomber plus bas, donc on va juste remettre les bases, on va assainir tout ce qui s'est passé, on va reprendre ce que c'est que la finance personnelle, tu vas vraiment, tu es capable de faire des projets solides, j'en ai fait en agence, j'en ai fait pour des clients, donc on s'est concentré sur les petits aventuriers. Je rencontre un autre potentiel client qui me dit, en fait, on veut bosser avec toi, mais on voudrait que tu sois salarié. Je dis, ah non, pas encore une fois. Ok, donc là je négocie à mon avantage. À chaque fois c'était une création de poste, donc c'était cool. Mais je crois que j'avais déjà des compétences entrepreneuriales sur savoir comment comprendre un client, etc. Mais il me manquait encore quelques clés. Mais là je commençais vraiment à avoir des bons réflexes. Donc là je me dis, ok, je bosse chez eux, ça va être top. Je vais apprendre plein de trucs, l'équipe avait l'air top, les projets avaient l'air bien, mais moi au bout d'1 an et demi j'en pouvais plus en fait. Donc j'avais décidé d'utiliser ce moment comme un tremplin. Et là j'ai éliminé les clients avec qui je voulais plus travailler. J'ai gardé les clients que j'aimais, j'ai continué les projets, j'ai attiré d'autres projets avec notamment les petits aventuriers qui étaient une signature. Et donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je travaille full-time. J'ai des problèmes de santé. On fait les petits aventuriers. J'ai des contrats en freelance. Tu arrives à dormir de temps en temps? À vrai dire, en fait, je savais pourquoi je le faisais. Ouais, tu savais que c'était un passage un peu le tunnel, mais pour arriver à ton objectif. Ouais, je savais que c'était le truc qu'il fallait faire. Je voulais plus avoir cette dette. Je voulais me dire, ok, là, s'il arrive n'importe quoi. Et heureusement qu'on l'a fait, parce que si j'avais attendu, j'avais un peu... j'imagine même pas ce qui aurait pu m'arriver pendant le Covid. Donc, on a mis les bouchées doubles. Mumu, elle m'a aidé aussi sur les petits aventuriers. Elle avait encore son job, ça se passait pas très bien non plus dans son job, donc voilà. Donc au bout d'1 an et demi, moi je sens que ça y est, j'ai des très bons clients, ça marche. J'en peux plus de mon job en agence. Et du coup, je suis repartie. Et là, ça a été le décollage. On a acheté un bus scolaire jaune, américain. On s'est dit, on va le transformer en studio de production vidéo. On a essayé de le faire toute seule. Ça a été une sacrée aventure. On en a fait une chaîne YouTube. On a créé un podcast. Donc, en même temps, voilà, c'est ça qui s'est passé derrière. Je me suis pas libérée de temps parce que finalement, on a créé d'autres projets encore plus gros. Et de fil en aiguille, toutes ces expériences ont fait qu'on m'a demandé, mais comment on se lance en freelance? Comment on fait quand on a envie de mener plein de projets en même temps? Comment on fait? Donc, il y avait beaucoup de questions. Et du coup, en échangeant avec la communauté, c'est là qu'on a créé le campus des créateurs nomades, qui est notre formation
accompagnement pour aider les créatifs, les multipotentiels, les personnes qui ont beaucoup trop d'idées à se lancer en indépendant et à bien vivre de leur activité, puisque bah, je suis passée de contrats où j'étais très mal payée à des contrats à plus de 30 000 € par an et où on me payait pour faire des trucs qui m'amusaient beaucoup. Dans la balance, ça s'équilibre vie. Voilà, mais sauf que j'ai toujours eu envie de transmettre. Tu vois, on a fait les petits aventuriers à l'école, j'étais beaucoup à essayer d'aider les autres. Enfin, j'ai toujours eu cette fibre-là. J'avais même fait je l'ai pas dit, mais j'avais fait des formations en amont sur Photoshop, Illustrator, SketchUp en 2012, quelque chose comme ça. Non, 2010. Donc ça remonte à loin, hein. Ça remonte à loin. Et donc bah là, moi, c'était la suite logique en fait de continuer, partager ça. Et là, bah maintenant qu'on a bien développé cette activité-là, on va aussi partager bah, ce qu'on a appris en chemin. On le fait déjà avec des entrepreneurs avancés où on les accompagne sur le développement de leur lancement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à lancer leur programme, notamment pendant le Covid, à suivre des formules qui fonctionnaient bien, mais qui font que ça ne fonctionne plus parce qu'il y a bah, peut-être beaucoup de peur de l'authenticité, il y a un message qui est peut-être qu'on peut aller chercher beaucoup plus profond, des structures de storytelling, etc. Où moi j'adore ça et ça mélange aussi bah, mes compétences en direction artistique et tout. Donc c'est vraiment un projet écosystème. Donc on le fait avec les entrepreneurs avancés. Là, on va le faire avec les entrepreneurs bah, qui sont déjà freelance et qui veulent créer un écosystème. Parce que moi, j'ai toujours été sur un écosystème. C'est ton meilleur moyen de survivre, surtout quand tu es une personne bah, qui a ce côté multicasquette, hyper curieux, qui pense en arborescence. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux plus te contenter de faire une chose. C'est important d'avoir bah, plusieurs piliers et de savoir sur lequel t'appuyer. Je sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est venu comme ça. Moi, quand ça vient spontanément, je me dis c'est qu'il y a une raison, que ça servira à quelqu'un qui nous écoute. Ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, c'est un parcours hyper riche, intéressant. Et même si on se connaissait un peu, tu vois, j'avais jamais entendu toute l'histoire. Donc même pour moi, c'est toujours intéressant d'apprendre à se connaître encore mieux. Et si tu devais retenir, alors je sais que t'aimes pas trop du coup quand c'est trop organisé, structuré, mais s'il y avait 3 outils ou rituels que tu as mis en place au début, des habitudes qui t'ont permis de tenir, tu saurais nous dire quoi? C'est pas que j'aime pas quand c'est pas structuré, c'est juste que j'aime quand il y a du rythme. Ouais, t'aimes bien la routine. Je me suis mal exprimée. Ouais, non, mais je préfère préciser parce que j'aime la diversité, mais j'ai une grande capacité quand il faut que je m'organise à le faire. Mais c'est pas ma compétence phare. Donc les outils, moi Notion, c'est un de mes meilleurs amis. Avec l'automatisation et tout. Donc quand Notion est arrivé, c'était une libération totale. Parce qu'avant, j'avais un peu Evernote, mais Notion m'a aidé à vraiment tous les outils, genre Asana, ClickUp, tout ça, c'est trop dans des cases. Notion, il répond à mes cases. Oui, c'est vrai. Il adapte à ton besoin, en fait. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé un mini-programme sur Notion pour les personnes qui réfléchissent comme nous, pour qu'ils soient capables de créer leur système. L'autre outil qui a été très bénéfique, c'est de comprendre bah, comment je fonctionne, tout simplement. Donc, que c'est OK d'être quelqu'un, alors tu peux dire multipassionné, multipotentiel, ce que tu veux, mais en gros, que tu fonctionnes pas en silo. Et mon chronotype. Donc, ce qui fait que bah, c'est OK que j'aime pas me lever le matin et c'est OK que j'adore travailler en soirée. Il y a des personnes, c'est l'inverse. Et de comprendre comment je fonctionne et mes rythmes biologiques. Et l'autre chose, c'est les deadlines. Les deadlines publiques. Quand tu as beaucoup d'idées, quand tu es un créatif, tu as beaucoup le truc de dire « Ah ouais, je vais faire ça. Ah ouais, je vais faire ça. » Puis tu remplis plein de carnets avec plein d'idées, puis il n'y a rien qui sort. Et avec les petits aventuriers, la première vraie vidéo, elle a mis 6 mois à sortir. Oui. Parce qu'il fallait qu'elle soit parfaite, parce qu'on allait tester des fonds verts, et puis on a testé machin. J'ai dit, mais on peut pas sortir une vidéo YouTube tous les 6 mois. Ça n'a aucun sens. Donc, on va sortir une vidéo par semaine, le mercredi à telle heure, on va le dire à tout le monde, et tous les mercredis, il fallait qu'il y ait une vidéo qui sorte. Ça a un petit peu bougé parce que bah, j'ai eu une appendicite, il y a eu plein d'aventures, mais on a sorti 5 vidéos. Un fil conducteur qui te permettait de rendre les choses en temps et en heure, quoi. Ouais. Et à faire sans chipoter.
Et c'est ça. Et en fait, le fait de se dire, il y a en création, souvent, il y a aussi tu sais, les Inktober, les challenges, ou au dehors de la création, hein, même dans l'entrepreneuriat, si tu as envie de créer ton propre média et tout, c'est-à-dire toutes les semaines, il y a ça qui sort. Et en fait, là, c'est pas parfait, mais c'est OK, le prochain épisode, il sera encore mieux. Ça te permet de progresser. Et essaye de progresser sur un truc à la fois, pas tout en même temps, parce que tu peux pas maîtriser chaque paramètre. Ouais, c'est des bons conseils. Et du coup, est-ce que tu as eu des croyances que tu as dû dépasser pour avancer? Parce que tu m'as dit, à chaque fois, tu as quand même été dans le salariat quand c'était nécessaire. Est-ce que c'est parce que tu penses que il te manquait encore des choses, je sais pas, syndrome de l'imposteur, t'en as parlé peut-être un petit peu, ou est-ce que c'est juste que financièrement c'était plus facile à ce moment-là, cette décision-là? Il y a des choses que tu penses que tu as dû dépasser, même si je sais que tu vas me dire que l'entrepreneuriat, ce n'est que ça. Euh, Alors, au niveau du salariat, c'était plus qu'en fait, c'était vraiment des jobs qui m'intéressaient, auxquels j'ai dit oui. Hmm. J'ai pas... Ça m'intéressait, mais je savais qu'au fond de moi, à un moment donné, ça allait bloquer. Mais les jobs m'intéressaient beaucoup. Je savais que j'allais apprendre dedans. Je fais jamais rien sans savoir que je vais apprendre. Sinon, Ouais. ça sert à rien. Je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Du coup, les plus gros challenges que j'ai eus, moi, comme je te disais, j'ai été guidée par cette besoin d'autonomie et de sécurité de moi-même, en fait, de n'être dépendante que de moi-même et d'être capable de gérer tout par moi-même. L'enjeu avec ça, ou quand tu es très intéressé par plein de sujets, c'est que tu dis, il faut que je fasse tout moi-même. Et oui. Donc, je dois faire les vidéos, les illustrations. Quand j'ai un projet client, je veux que ce soit moi qui ai tout fait, chaque paramètre, apprendre tout par moi-même. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que si, par exemple, les petits aventuriers, on voulait que ça devienne aussi gros que Disney dans 100 ans, en fait, Walt Disney, il faisait pas tout dans ses films. Et qu'en gros, c'est d'accepter de passer de l'homme orchestre à chef d'orchestre. Et ça, notamment dans le projet du campus des créateurs nomades. Au début, je voulais faire tous les coachings moi-même. Je voulais tout faire moi-même. Même quand Mumu a commencé à m'accompagner sur l'émission freelance et tout, c'était très difficile pour moi de laisser de la place, en fait. Donc, il y a eu ce côté, en fait, il va falloir lâcher un peu, donner aux autres, accepter que tu vas créer quelque chose en team, en équipe. Et beaucoup de croyances aussi liées à l'argent. C'est des sujets très compliqués quand tu es un créatif, puis ça dépend du milieu dans lequel tu as grandi. Le mien, mon milieu est, est juste complètement opposé. Enfin, c'est très, très... Il y a des dynamiques très Ça t'a opposées pas dedans. aidé ou ça t'a pas donné les bases dont tu avais besoin? Jusqu'à un certain point. Hmm. Il y a un moment donné, tu vas réussir à atteindre un point, puis tu vas arriver à un plafond de verre. Ouais. Et à un moment, on arrivait à un plafond de verre avec Mumu, puis on n'arrivait pas à le dépasser, il n'y avait rien à faire. On faisait toujours le même chiffre, il y avait toujours autant d'énergie mis dedans, et on ne voyait pas comment le dépasser. Et c'était lié à, ouais, on a une entreprise à 7 chiffres, c'est compliqué à assumer, tu vois, de se dire, je vais être une entreprise à 7 chiffres, te rends compte de ce que ça veut dire sur moi, est-ce que ça veut dire qu'on est des villes personnes, est-ce que ça veut dire, tu vois, plein de trucs hyper négatifs. Ça veut dire qu'il faut une équipe pour maintenir tout ça. Et moi, j'avais que les mots négatifs qui allaient avec ça. Donc, j'étais complètement capable d'être autonome, mais d'aller plus loin pour pouvoir réaliser la mission, c'est quelque chose j'avais que l'aspect mauvais, tu vois, ou négatif, ou la perception de qui je deviendrais serait, je serais Dark Vador, quoi. Dans l'extrême, c'est ça. C'est ça. Et là, il a fallu casser pas mal de choses pour aller chercher pourquoi je croyais dans ça, pourquoi je pensais qu'il fallait que je sois toute seule, en quoi ça me rassurait de rester toute seule, ou juste avec Mumu, en quoi l'argent, ça pouvait avoir un impact positif aussi, puisque évidemment, quand tu as une entreprise à 7 chiffres, c'est pas dans tes poches. Non, ça se saurait. Et ça peut même faire qu'à des moments, tu gagnes moins qu'avant. Oui, effectivement. À titre personnel, tu vois. Mais l'idée, c'était de me dire, mais c'est quoi la mission? Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? C'est quoi l'objectif? Et là, quand tu arrives à te reconnecter à ça, puis à travailler sur tes croyances, tu es capable de tout péter, tout simplement. Et du coup, vous, où tu t'es fait accompagner pour réussir à dépasser ça? Ouais,
Bah, il y a un moment donné, tu peux plus tout faire tout seul. Donc, il te faut un miroir, il faut quelqu'un qui va te permettre de te poser les bonnes questions. C'est fait accompagner du point de vue finance par Laure Matsuki qui nous a énormément aidé parce que moi, à un moment donné, je gérais très bien mon argent en freelance. J'avais l'argent qui rentrait, l'argent qui sortait. Ok, c'est bon. J'avais tous mes chiffres dans la tête. Je savais combien je vais mettre de côté chaque mois, comment régler cette histoire de dette, tout en faisant en sorte de me créer une retraite au Canada. Mais il y a un moment donné, quand tu commences à avoir une équipe, à avoir des gros chiffres sur tes lancements, sur tes clients, etc., il se passe qu'en fait, ton cerveau, il comprend pas quand tu as ton salaire annuel qui rentre et qui sort la même journée, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as 2 fois ton salaire annuel qui rentre et qui sort sur une même journée, tu comprends pas ce qui se passe. On avait des chiffres dans tous les sens, sur Stripe, PayPal, à l'international. Là, je comprenais plus où on mettait... j'arrivais plus à avoir la vision. Donc, Laure nous a aidé à faire ça. On a rejoint la communauté Squared aussi, avec Fabien Matz qui nous a bien maté. On s'est rencontrés pour la petite histoire. Voilà. Et Fabien, oui, est un coach qui mate. Ouais, non, c'est un coach incroyable. Il nous a énormément aidé. On a pris beaucoup de recul sur tout ce qui se passait, tout ce qui nous arrivait, parce que faire x8 en 18 mois, ça a l'air cool sur le papier, tu dis waouh, mais c'est beaucoup d'enjeux pour t'assurer que ça tienne, que tu sois capable de payer tes équipes, que tu sois capable de faire en sorte que tes clients ça suive, que toi tu fasses pas un burn-out et tout. Donc, oui, puis ça réveille toutes les insécurités qu'on a. C'est ça. Chaque palier en fait te secoue et je trouve que finalement être entrepreneur c'est presque la meilleure école pour apprendre à se connaître et sur soi pour évoluer quoi. Tu le dis très bien, donc c'est parfait. Et à quel moment est-ce que tu as un témoignage de client ou de cliente qui t'est revenu et qui t'a conforté sur le fait que effectivement c'était ça qu'il fallait faire, que tu étais au bon endroit et que tu te sentais enfin aligné entre ton projet et ce que tu apportais? Alors, il y a eu plusieurs moments. Pour les petits aventuriers, c'est quand on a reçu des messages d'enfants des 4 coins du monde qui nous disaient, qui nous envoyaient des dessins et des trucs, ou une prof qui me dit qu'elle est en Alberta et qu'elle passe les petits aventuriers pour apprendre le français à ses élèves, donc trop chouette. Quand on est dans les événements, justement, de créateurs, je me sens à ma place. Quand, au niveau des témoignages, on a plus d'une centaine, plus de 100 études de cas, et on va encore en chercher au maximum, parce que justement, d'avoir les retours, c'est hyper important. Moi, à chaque fois que j'entends une étude de cas des membres, je leur dis, mais attends, j'ai des frissons. Il y a des moments, ils m'ont vraiment, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Je pensais à Céline, qui est passée du burn-out. Là, maintenant, elle fait partie de l'équipe elle traversait quelque chose d'extrêmement difficile. Puis là, elle a une activité où elle fait plein de trucs qu'elle kiffe. Fanny, incroyable, qui se retrouve à faire de la peinture sous l'eau, tu vois. J'ai une autre membre qui a travaillé pour Vogue, Tissot, des clients dont il rêvait. Il y a Julien qui finalement a quitté son job d'ingénieur parce qu'il profitait pas assez de ses enfants, puis il est photographe à temps plein. J'en ai des tonnes des exemples comme ça. Et les moments où je me sens à ma place, c'est pendant les lives. Ouais, c'est là où tu as tous les retours aussi. Je sens que j'aide, quoi. C'est quand t'aides les autres, je trouve que c'est le plus beau métier du monde de voir que tu peux accompagner et aider. C'est génial. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou est-ce que tu referais à l'identique? Avec le recul, si j'avais mes connaissances d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment, tu vois. Si on repart avec j'ai des connaissances d'aujourd'hui, ouais. Déjà en 2014, on aurait mis le paquet sur bien écrire nos articles. Il y a tellement de choses qu'on aurait fait différemment. Déjà, j'aurais commencé à lire plus tôt sur l'entrepreneuriat. J'aurais commencé à me former sur tous ces sujets de fond plus vite, à investir plus vite dedans. Aujourd'hui, je compte plus à ce niveau-là parce que je trouve que tu peux avoir des pépites partout qui peuvent changer ton activité. Qu'est-ce que j'aurais fait de différent sinon? En termes de voyage, j'aurais toujours fonctionné pareil, à me dire qu'est-ce que je fous là, si ça me convient pas, je pars. Quitter, ça fait très peur, tu vois. On a fait encore, tu vois, là on était à Montréal depuis pour moi 14 ans en tant que camp de base. On a beaucoup voyagé et tout. On était digital nomade, donc c'était trop bien.
Mais Montréal, un jour, on est arrivé, je me suis dit non, je veux plus y aller, je veux plus vivre ici. Et du coup, on a pris la décision de venir s'installer en Suisse. Alors ça, c'est une longue histoire. Mais du coup, en un week-end, on a pris la décision et de vendre et d'accepter un logement en Suisse qu'on n'avait pas vu. Ah oui, la belle aventure. Donc tu prends des risques, mais là, tu vois, je me dis, je pourrais pas être ailleurs. Ça, je suis exactement à la place que je voulais être. Mais c'est parce que si on avait tourné autour du pot, ben, on l'aurait pas fait, parce qu'on a un petit peu peur de quitter un appart dans lequel on n'est pas trop mal, la ville, on la connaît, il y a beaucoup de choses que tu connais et t'oses pas quitter. Mais quitter, c'est le meilleur moyen de grandir, en fait. T'as pas mal d'audace finalement. Bah, je crois que s'il y a un truc dans la vie que je veux pas, c'est qu'on contrôle ma vie Hmm. et qu'on me dise ce que je dois faire et que ce soit pas moi qui décide de là où je vais. Donc, je pense, on peut dire que c'est de l'audace, mais c'est de la détermination. Aussi. Tu sais, je veux atteindre quelque chose, bah, je vais me donner les moyens et je vais pas me, comment dire, j'ai pas envie de subir ma vie. Ouais. Non, mais t'as Et complètement raison. le meilleur moyen que tu kiffes ta vie, c'est de surtout ce sur quoi tu as le contrôle, c'est-à-dire tes décisions, tes actions. Bah vraiment de te dire, ok, j'agis sur ça plutôt que de me dire, ah ouais, mais non, je peux pas parce que. Non, c'est ok, comment? Oui, comment on fait? Tu passes à Voilà. l'action, quoi. Et si on devait donner un cadre à 3 mois, par exemple, à quelqu'un qui nous écoute et qui démarre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme étape ou conseil pour qu'elle ait cette détermination ou en tout cas qu'elle ose se lancer? Ouais. Bah déjà, la première étape, c'est dessine ce que tu veux accomplir. Mets-toi un objectif de ce que tu veux accomplir et multiplie-le par 10. Euh, rêve grand, ose rêver grand, ça te permettra de mettre les actions qui vont t'emmener vers ça, parce que si tu rêves tout petit, ben, ça va être compliqué parce que tu vas faire des microscopiques pas. Alors que si tu rêves grand, bah, tu vas te dire, ok, là, si je veux faire ça, c'est ces actions-là. Donc ça te rapprochera encore plus du Hmm. mini-but que tu t'étais fixé si t'as le grand but. Euh, Et ça, on l'a fait avec Mumu parce que bah, quand je te parlais du plafond de verre, tu vois, quand on s'est dit, bah là, cette année, on va faire tant, et on avait fait 2 fois 2,5, on s'est conditionné pour aller vers ça, et ben on y allait. Mais si Hmm. et tant qu'on se disait on fait ça, on faisait ça. Donc tu vois, C'était trop réaliste finalement. Trop petit. voilà, c'était trop petit. Mais savoir avec qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ta vue, qu'est-ce que tu as envie de vivre, faire une scène de cinéma de ce que tu as envie de vivre. Ça va te permettre, si tu es un peu comme moi, quand tu vas avoir 15 opportunités de projet, de te dire, est-ce que ce projet me rapproche ou m'éloigne de ça? Objectif. Hmm. Donc ça serait l'étape numéro 1. Ensuite, c'est faire le tri dans toutes tes idées de projet et de regarder les ressources que tu as en face. Par exemple, t'as pas d'audience, t'as pas beaucoup de budget, t'as pas d'équipe, etc. Là, ça vaut le coup de te lancer en freelance parce que bah, t'as pas besoin de beaucoup de clients par an pour te lancer. Évidemment, prends des prestations premium, hein, pas freelance au rabais comme j'ai essayé, c'est pas une bonne idée. Donc tu fais le tri entre tes ressources. Tu sais, par exemple, que c'est en freelance, tu peux travailler déjà avec des gens de ton réseau, tu peux monter un projet clé qui va faire que tu intègres des clients ou que tu rentres dans leur univers. Euh, et du coup, tu vas aligner les différentes ressources. Si tu sais que tu veux faire de la formation, par exemple, ou de l'accompagnement, tu auras peut-être besoin de plus de clients. Donc, ou tu auras besoin peut-être de plus d'audience pour pouvoir le faire. Donc, tu fais ton activité en freelance, tu développes ton audience, puis après, tu lances ce projet. Tu as envie de lancer un e-commerce, il va faire un peu plus de budget, un peu plus de connaissances en marketing, etc. C'est peut-être un projet que tu lances ensuite. Donc, c'est un peu faire ton escalier de projet. Hmm. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dire aux gens qui partent dans tous les sens, qui ont envie de faire plein de trucs, qui apprennent à fond, puis au bout d'un moment, ils s'ennuient à force de connaître un sujet, c'est choisir, c'est avancer. Hmm. Commence par quelque chose, sinon tu restes autour de ton rond-point, puis tu prends qu'une direction. Prends-en une, puis tu verras bien, tu vas apprendre en chemin, puis tu pourras toujours aller vers la vision que tu as dessinée. Et la troisième chose, c'est fais un projet clé. Donc fais un projet qui te connecte à tes clients, qui te fait monter en compétences, qui développe ton réseau, qui développe ta visibilité. Fais un projet où ton objectif, c'est pas forcément de gagner de l'argent, mais c'est un projet dont tu es le client, c'est toi le client. Fais le truc que tu as envie d'avoir, tu sais, je sais pas, il y a peut-être un sujet qui te touche ou dont tu as envie de parler.
et tu vas sortir du lot parce qu'en fait, 99,9% des gens ne le font pas. Et toi, si tu le fais, bah, tes clients vont te remarquer pour dire ah, intéressant. C'est des projets comme ça qui ont fait que j'ai pu avoir des jobs sur mesure, hein, où j'ai pu négocier dans le bon sens, que j'ai eu des clients qui ne m'ont pas où j'avais pas de concurrents, j'ai pu fixer mes prix, etc. parce qu'on voulait travailler avec moi. Donc, ça serait mes trois premières pistes pour bien démarrer. J'aime bien ton conseil, choisir c'est avancer. Moi, on m'avait donné comme conseil, choisir c'est renoncer. Donc c'est la même chose, mais à l'envers. Sauf que le problème, c'est qu'en plus, il est un peu négatif. J'aime mieux le tien. Donc à l'avenir, je vais utiliser le tien. C'est un Et peu surtout, fait. ne pas choisir, c'est Ah bah oui. renoncer en vrai. Ne pas Ouais. choisir, c'est renoncer. Ouais, non, mais c'est sûr. Et toi qui es un peu multicasquette, multi-projet, etc., est-ce que tu as une limite que tu te poses ou que tu t'es posé tôt qui te permet de préserver ton énergie? Parce qu'il y a ça aussi. Une limite, en fait, je sens à un moment donné quand il y en a trop qui arrivent. Euh, je le sens. Donc, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup travailler, rechercher, etc. C'est vraiment je sais pas. Si tu mets sur une plage 10 minutes, c'est foutu, je lance un nouveau projet. Euh, donc là, Ne pas rester tranquille trop longtemps. j'ai trouvé une autre solution, c'est que bah, du coup, on allait s'installer en station de ski. Donc là, je sais que c'est l'hiver. Donc, il y a un truc que j'adore faire, il y a un sport où voilà, t'as pas besoin de me pousser, c'est aller faire du ski. Donc, je me suis mis dans une station de ski pour être sûre d'aller me grouiller, de finir tout ce que j'ai à faire pour pouvoir aller skier. Donc en fait, je me suis imposé mes propres contraintes. J'ai un petit garçon aussi, quand il arrivait dans ma vie, bah, ça a fait que j'avais envie de passer du temps avec lui, de pas être tout le temps au boulot. Et ça m'a permis de mieux travailler. Et puis ma limite, je la sens aussi. Par exemple, cet été, on a travaillé avec 4 entrepreneurs avancés et je sentais qu'avec tout ce qu'on avait, c'était trop. Donc Mm. là, je teste ma capacité, puis après, Tu réagis. j'affine, tu vois. Ouais. Mm. Ok. Et dans toutes ces années d'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a eu un creux, que ce soit pro ou perso, que tu as dû gérer et comment tu as fait pour le faire sans te cramer? Bah, des creux. Pas tous, mais c'était quoi Alors, les ressources que tu as exploitées? en 2020, c'était pas tellement un creux, ça a plus fait le contraire parce qu'il y a tout qui est démarré un peu trop vite. Mhm. Mais je me suis cramée. Euh, Face au succès que tu as pris, en fait? Comment? Parce qu'en Face fait, les contrats en freelance ont vraiment beaucoup augmenté. On savait qu'on n'aurait pas d'aide financière parce qu'on avait changé de statut d'entreprise et on était au Canada, donc c'était pas du tout les conditions de ce qui se passait en France. Il y avait beaucoup de changements dans notre entreprise et du coup, là, je savais qu'il fallait charbonner. Donc, c'était pas le moment, parce qu'on savait pas, hein, je rappelle, en 2020, en mars, tu sais pas ce qui va se passer dans 3 mois. Donc, tu te dis, bah, je prends tout. J'accepte tout. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Donc, bah, c'était un petit peu la peur de ce qui va se passer demain, tu vois. Donc là, je me suis cramée et ça a été un peu compliqué à gérer. Il y a cette année, en fait, c'était très compliqué aussi parce qu'en fait, comme on est parti du Canada pour aller s'installer en Suisse, il y a des enjeux de trésorerie en fait qui font que je vais pas expliquer tout le bazar que ça fait, mais ça voulait dire qu'il fallait pas qu'on gagne de sous trop avec l'entreprise canadienne et de l'autre côté, bah, il fallait créer une entreprise en Suisse qui devait fonctionner avec les charges d'une entreprise qui fonctionnait très bien au Canada. Donc c'était extrêmement compliqué pour Oui, tu as gérer géré ça. 2 Ouais. entités avec des règles du jeu différentes, quoi. Ouais, puis de comprendre les règles du jeu en Suisse, comprendre bah, les règles de fin de jeu au Canada. C'est extrêmement... ouais, c'est challengeant. Hum, Et après, les autres moments de creux, bah, il y a quand je me suis plantée pendant le tour du monde. Mmh. Ça a été difficile. Mais je crois très fort dans le fait d'être résiliente, en fait. De me dire, bah, c'est pas parce qu'il y a un problème que je serais pas capable de le résoudre. Et je pense qu'à partir du moment où tu te mets en mode ok, là ça va pas, tu tapes tu mets sous tes yeux toutes les solutions possibles, puis tu regardes laquelle est la plus optimale, la plus logique aussi, euh, en regardant ce que tu sais faire, Mmh. ce que tu sais vendre,
et ce pourquoi tu peux aider les autres surtout. Ouais, De quoi ont besoin les autres. Donc, si tu es capable de faire l'équation, t'arrives à trouver. tu arrives à trouver des solutions. Et après, bah, c'est aussi apprendre à prendre du temps pour soi. Des fois, c'est juste de sortir, ça va pas, bah, ça sert à rien de rester derrière ton ordinateur. Tu te sens pas bien, bah, sors ton émotion, puis Donc reviens quand c'est ça va mieux. un cadre, un système un peu anti-montagne russe parce que l'entrepreneuriat, ça reste quand même des hauts et des bas. Et finalement, ce que tu conseilles, c'est, bah, comme tu disais, de prendre du temps avec sa famille, de mettre des loisirs. Toi, c'est le sport avec le ski. Euh, Ouais, bah, c'est plein de trucs, c'est les voyages. voilà, les voyages, mais en gros, de savoir aussi se mettre un cadre minimum viable pour tenir dans la durée aussi. Ouais. Bah, en fait, c'est s'écouter. Tu sens que ton. Enfin, moi, je sais que mon corps, il me le dit. Il me dit, Clem, ça va, là, arrête. Calme-toi le pompon. Ouais, tu te calmes. Et puis, c'est ça. Vraiment, j'ai appris aussi à sortir. Vraiment à sortir, à me dire, OK, là, ça sert à rien. Je sais que quand je suis sur des skis ou si je veux me prendre, je sais pas, une heure ou une demi-heure au spa, je vais régler beaucoup, beaucoup plus de problèmes que si je reste Mhm. derrière mon ordinateur et c'est dans la productivité. Parce que c'est là que ton cerveau, il fait tous les nœuds, les connexions. Je ressors d'une session, j'ai trouvé toutes les solutions de la boîte de manière bien plus efficace que derrière un ordinateur. Et ça, c'est clair. Et comment tu priorises quand tout semble important? Tout n'est pas aussi important au même moment. Alors, comment tu priorises bah, ça va être en fonction de tes enjeux. Je sais pas, t'as un enjeu financier qui risque de mettre en péril ta famille. Bah, il faut que tu te préviennes ta famille que pendant un temps, il va falloir que tu sois dans le tunnel. Puis tu vas. Évidemment, s'il y a quelque chose d'important pour. Je sais pas, mon petit bout de chou, l'autre fois, a fait une pneumonie, j'ai tout arrêté. Je suis allée à l'hôpital, je me suis occupée de lui, évidemment. Enfin voilà. Mais je prends toujours du temps avec lui. Mais par exemple, je vais lui expliquer, bah, tu vois, là, c'est important. Puis après, on va avoir du temps ensemble beaucoup plus et tout. Donc il y a des rythmes, il y a des intensités à aller chercher. Évidemment qui seront toujours plus importants. Mais si t'as un enjeu financier qui met à risque, bah évidemment là, il faut mettre le charbon. Je vais peut-être dormir un peu moins le temps que. Euh, et tu sais qu'il y a des actions que tu vas faire qui auront plus de résultats que d'autres. Sauf Mm. que la vraie raison de pourquoi on se dit que tout est important, c'est parce que la vraie chose qui est importante, on a peur de la faire. C'est pas faux. C'est bien résumé. Et est-ce que tu nous partagerais une ressource, livre par exemple, que tu nous as parlé des lectures qui t'ont aidé. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a un peu plus marqué qu'un autre et que tu voudrais nous partager? Alors j'en ai un que j'ai lu dernièrement que je trouve passionnant qui s'appelle Neuroexcellence Mhm. qui t'apprend à... C'est une auteure qui a fait plein d'expériences, donc elle est scientifique, et elle a fait plein d'expériences, participé à plein d'études en fait, en tant que cobaye. Et elle te raconte toutes ses études en tant que cobaye et ses découvertes sur le cerveau, c'est vraiment génial. Euh, Celui-là, il est top, mais j'en ai plein qui m'ont inspiré. Il y a Malcolm Gladwell, c'est vraiment des livres à dévorer. Euh, Ouais, je pourrais t'en citer des tonnes, je vais te donner ces deux-là. Déjà bien, on en a deux, trois à lire dans la description, ce sera parfait. Pour toi, être audacieuse, du coup, c'est quoi aujourd'hui? Bah, je pense que c'est ne pas se dire je suis pas capable parce que c'est se dire j'y vais, j'ai envie d'accomplir quelque chose, j'ai envie de contribuer à quelque chose, bah j'y vais. Quoi qu'on me dise, j'y vais, je le fais, j'y vais à 200%. Et c'est accepter de quitter des choses qui font peur, mais parce que tu sais que ça va être mieux derrière. Parce que ça, pas que ça va être mieux, ça va plus te convenir, que ça va être quelque Mhm. chose. Je crois qu'il faut être enthousiaste en fait. Être audacieux, c'est être enthousiaste et se dire ben, j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais et je fonce. Et justement, une micro-action pour quelqu'un cette semaine qui se dit je veux passer de l'intention à l'action, tu lui conseilles quoi? Qu'est-ce que tu ne fais pas qui est la chose qui pourrait changer ta vie? La noter sur un bout de papier, la mettre sur ton frigo et te dire que tu le règles cette semaine. C'est très efficace. Le frigo, on est obligé d'y aller. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, années, pour les projets, j'imagine?
Qu'on relance les petits aventuriers, qu'on arrive à faire qu'on arrive à faire vivre ce projet et que Créateur Nomade se développe encore plus pour donner encore plus de lumière à notre équipe aussi. Et ce sera déjà pas mal, je pense. Ouais. Écoute, on va te souhaiter tout ça. Je vais mettre en description les liens pour te retrouver. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas abordé? On a parlé de beaucoup de choses. Attends, de quoi on n'aurait pas parlé qui est important? Être entouré, c'est important. Être entouré, c'est choisir ta tribu. Tu as aujourd'hui la capacité à choisir ta tribu. Le truc qui nous empêche le plus de réaliser les projets qu'on a envie de réaliser, la peur du jugement et tout, vient du fait qu'on a peur de notre tribu et que notre tribu nous rejette et qu'on meurt dans d'atroces souffrances dans la jungle. Aujourd'hui, avec Internet, tu as la chance de pouvoir choisir ta tribu, la chance de pouvoir savoir avec qui tu vas partager tes projets, des gens qui vont t'inspirer, des personnes qui vont te comprendre, qui vont te soutenir. Et ça n'a pas de prix, en fait, d'aller choisir ta tribu, de rentrer dans des communautés qui te comprennent. C'est pour ça qu'on le fait avec le campus, avec le bootcamp. Il y a toujours une communauté, parce que si tu essayes de le faire tout seul, tu as tellement de chances de te décourager. S'il y a la moindre petite phrase de quelqu'un qui vient pour t'assassiner, tu ne crois plus dans ton projet. Donc t'entourer, c'est ce qui te permettra d'être audacieuse. Ouais, écoute, je valide à 100%, je dis la même chose à chaque échange, donc finalement on en aura parlé ici encore, donc c'est parfait, ça veut bien dire qu'être entouré, c'est important, et nous on s'est aussi rencontrés dans un réseau où on avait besoin de s'entourer, donc voilà. Merci à toi pour ce bel échange, pour tout ce partage, et puis je te souhaite que tous tes projets se réalisent. À très bientôt. Merci.